Comme le disait le professeur Lambrecht, c'est un défi de susciter encore l'attention d'un auditoire bien fatigué, surtout sur des sujets aussi ardus et techniques que les fonds de pension et les OPC. Le seul petit avantage qu'il y a, c'est peut-être que si on dit quelques bêtises, il y a moins de monde pour les entendre. En fait, je dois d'emblée vous dire que je ne possède pas beaucoup d'expertise pratique, ni l'expertise encyclopédique de mes collègues dans le domaine du droit financier. Je ne me considère pas comme une juriste de droit financier. Et je pense que si j'ai été associée à cette journée d'études, ce dont je remercie les organisateurs, c'est à raison de nos liens d'amitié et de travail, mais aussi parce que, à la faveur d'une recherche récente que j'ai faite sur l'épargne salariale, j'ai été amenée à traiter du sujet de la gouvernance des fonds de pension, mais plutôt venant d'une optique de droit économique. Donc vous me pardonnerez mes maigres connaissances dans le droit financier sensu stricto. Alors au fond, si ce sujet a suscité mon intérêt de chercheuse, c'est parce que, au fond, comme c'est le cas pour l'épargne salariale, c'était un thème qui invitait à réfléchir à la question de savoir comment, dans un contexte de crise, on pouvait combiner au sein d'une même structure, au sein d'un même mécanisme, des préoccupations qui sont classiquement présentées comme étant antinomiques, à savoir des préoccupations en termes de rentabilité financière, d'une part, et des préoccupations en termes de protection sociale, d'autre part. Et mon collègue Jean-Marc Gaulier, que certains connaissent ici, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler un petit peu sur la question, il avait eu cette formule élégante qui consistait à dire qu'en réalité, un fonds de pension était un Janus à deux facettes, avec d'un côté la figure vindicative d'un investisseur institutionnel inscrit dans la compétition pour le rendement, et de l'autre côté le visage paisible d'un contrat entre partenaires sociaux. Alors, dans le cas limité de cet exposé, je vais me borner à des considérations plus prosaïques en faisant simplement un petit état des lieux du droit belge et européen en la matière, donc avec un regard plus précis sur les problématiques de gouvernance et d'organisation des fonds de pension, en évoquant aussi quelques perspectives futures en rapport avec les normalisations européennes en devenir. Et je ne vais pas entrer dans des détails trop techniques, vous renvoyant pour ce faire au petit papier que j'ai écrit et qui se trouve dans le portefeuille de documentation. Alors au fond, je vais procéder en 4 temps. Je vais d'abord faire une petite mise en bouche, donc vous donner quelques petites précisions liminaires. Je vais ensuite brièvement examiner l'état du droit belge dans le domaine, l'état du droit européen ensuite, l'état du droit européen actuel et futur, et je ferai quelques considérations conclusives dans un dernier temps. Alors, à titre de précision liminaire, il faut savoir qu'en Belgique, pour les employeurs qui veulent organiser un régime collectif de pension complémentaire pour leurs travailleurs, le fonds de pension offre une alternative à la technique bien connue et beaucoup plus populaire chez nous de l'assurance de groupe. En fait, si en termes de résultats économiques, les deux techniques n'arrivent pas à des résultats qui sont foncièrement différents pour les travailleurs, elles le sont quand même foncièrement dans leur organisation et dans leur fonctionnement, puisqu'un fonds de pension n'est pas une compagnie d'assurance. On est en présence d'une entité qui est dénuée de but lucratif, qui ne possède pas de capital à proprement parler, qui historiquement a toujours entretenu une proximité avec l'entreprise d'affiliation. Et en fonds de pension, la charge du risque est déplacée en grande partie vers les entreprises d'affiliation, ce qui est un peu moins vrai en assurance groupe. Alors pour votre gouverne, sachez qu'en Belgique, les fonds de pension sont principalement modelés, structurés par un double corpus de règles d'inspiration diverses. Il y a d'abord la loi du 28 avril 2003, qui est une loi de droit social, qui concerne les pensions complémentaires et le régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale. On l'appelle communément la loi sur les pensions complémentaires. C'est plutôt le volet droit social et droit fiscal. Et vous avez alors le deuxième corpus normatif qui est la loi du 27 octobre 2006
relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle cette loi, elle complète le volet social sur le plan prudentiel, elle réglemente la gouvernance des fonds de pension, elle favorise la création de fonds de pension pan-européens, et c'est cette loi-là qui précisément a mis en œuvre les prescriptions de la directive fonds de pension dont je vous parlerai un peu plus tard. Elle est accompagnée également d'un arrêté d'exécution du 12 janvier 2007 et de quelques circulaires de la FSMA que vous pouvez aisément trouver sur le site et qui sont référencés dans mon papier. Et donc au fond, ces deux lois là constitue un tournant important quand on s'intéresse à la structure des fonds de pension en Belgique. C'est une forme de rupture par rapport à un passé ancien où vous aviez finalement des fonds qui étaient gérés de manière relativement paternaliste sous la forme d'ASBL ou d'associations d'assurance mutuelle qui étaient fortement inféodées aux entreprises d'affiliation et qui s'inscrivaient dans un cadre réglementaire un petit peu bancal et complexe qui était maladroitement inspiré de la loi de contrôle des assurances. Alors, par rapport donc au cadre légal dont nous disposons aujourd'hui en Belgique et qui nous vient principalement des deux sources que je vous ai citées, je vais à vraiment grande enjambée vous en énumérer quelques-unes des caractéristiques. Alors, première caractéristique, qui est assez évidente, c'est l'obligation qui est faite d'externaliser les engagements de pension dans une entité ad hoc, qui est qualifiée juridiquement en droit belge d'OFP, d'organisme de financement de pension. Cet organisme de financement de pension gère donc en capitalisation un patrimoine qui lui est affecté à cet effet, patrimoine qui est alimenté principalement par l'entreprise d'affiliation et dans certains cas aussi par les travailleurs eux-mêmes. Alors cet organisme est en réalité une personne morale tout à fait atypique, c'est une nouvelle personne morale qui a été introduite en droit belge en 2006 avec la loi de 2006 qui est dotée de la personnalité morale et qui a pour seul objectif, pour seul but de gérer ses engagements de pension et qui possède un régime juridique assez atypique qui s'inspire à la fois du régime qui est mis en place pour les ASBL, ça c'est un peu l'héritage du passé, et aussi parce qu'on est en présence d'une structure qui n'a pas de capital et qui ne poursuit pas de but lucratif. C'est aussi un régime qui est inspiré de la structure sociétaire et en partie aussi de ce qui est de mise dans les institutions financières en termes notamment de gouvernance et en termes de gestion des moyens financiers. Alors il est à noter, et je n'entrerai pas dans les détails ici, que les organes opérationnels de ces OFP, de ces organismes de financement de pension, sont soumis à des règles de responsabilité assez sévères, qui sont plus sévères que celles du droit commercial général et qui sont partiellement inspirées du droit des assurances. Donc vous voyez qu'on a un mélange assez particulier de règles d'inspiration diverses. Alors, deuxième caractéristique que j'avais souhaité épingler, c'est qu'au fond, la gestion des fonds de pension en Belgique, elle est indexée à un principe de prudence, qui est un principe assez classiquement connu. Mais ce principe de prudence a été introduit dans la loi de 2006 en rupture avec un passé ancien où la gestion des fonds de pension était envisagée avec des règles beaucoup plus prescriptives au niveau des types de placements autorisés. On a un peu ici flexibilisé la gestion des fonds de pension. Donc il y a plus de flexibilité qu'auparavant dans les choix d'investissement, ainsi que dans le calcul qui est fait des engagements et des provisions techniques, pour autant évidemment que les options qui sont prises par les gestionnaires soient prudentes, qu'elles satisfassent l'intérêt des bénéficiaires en tenant compte évidemment d'une vision long-termiste. Et cette vision-là est une vision, j'en reparlerai, qui nous vient effectivement des normalisations européennes et avec lesquelles la Belgique n'était pas si coutumière. Alors, on a vu une tendance, c'est que pour satisfaire à ces nouvelles exigences, la gestion même des fonds de pension depuis 2006 tend à se professionnaliser, elle doit se professionnaliser. Et donc finalement, un petit peu comme ce qui a été constaté en droit des sociétés, on a une évolution qui est double. On a une plus grande souplesse dans les choix de gestion proprement dit, mais une rigidité accrue dans l'organisation même de la gouvernance des fonds,
dans l'organisation de leur direction, de leur surveillance. Voilà, un double mouvement, et peut-être y a-t-il une réflexion à faire, un rapprochement à faire avec les évolutions qui sont de mise pour les autres intermédiaires financiers. Et l'Europe, par rapport à ça, évidemment, jouait un rôle catalyseur. Alors, troisième caractéristique, c'est que les fonds de pension, quand on essaie de décrypter la loi, on voit qu'ils impliquent un tissu relationnel assez complexe entre diverses parties prenantes. Au cœur de ce réseau relationnel, il y a cette fameuse relation triangulaire qui existe entre l'entreprise d'affiliation qui est à l'origine de la création du régime de pension complémentaire qui va financer le fonds de pension et qui va donc confier à un organisme de financement de pension le soin de gérer un régime de retraite complémentaire au profit ultime de bénéficiaires que sont les travailleurs et leurs ayants droit, qu'on appelle les affiliés. Donc là, on a un régime triangulaire qui a pu poser certaines questions en doctrine, puisque au fond, cette figure contractuelle renvoie à une forme de propriété fiduciaire. Mais en droit belge, contrairement à ce qui est le cas en droit luxembourgeois et en droit français, la fiducie n'est pas explicitement reconnue. Et donc, c'est vrai qu'on peut se poser des questions quant au point de savoir finalement à quoi on a affaire. Est-ce que c'est du mandat? Est-ce que c'est de la stipulation pour autrui? Mais là, je vous renvoie à mon papier, à d'autres papiers que j'avais écrits là-dessus. Alors, au fond, par rapport à ça, il y a aussi évidemment le rôle, il y a des rôles qui sont joués par d'autres acteurs qui interviennent. Globalement, dans la gouvernance des fonds de pension, il y a les gestionnaires d'actifs, il y a les dépositaires, et ma collègue reparlera amplement du rôle des dépositaires. Il y a évidemment tous les experts, les sous-traitants qui interviennent. Et effectivement, dans les débats qui se nouent actuellement, parce que c'est un sujet qui était assez peu couru et qui monte un peu en puissance. Il y a évidemment des réflexions qui se font sur la question des droits et des responsabilités de ces autres intervenants, et notamment du point de vue du rôle qui est celui des dépositaires. Alors, quatrième caractéristique qu'on peut épingler, c'est que, au fond, les fonds de pension sont des arrangements privés, des arrangements financiers privés, mais leur spécificité, je l'avais dit en introduction, c'est qu'ils participent aussi d'une forme de protection sociale, comme en témoigne leur insertion dans le droit de la protection sociale. Et quand on analyse le droit des pensions complémentaires, on voit qu'évidemment, les fonds de pension sont soumis à toute une série d'exigences en termes d'égalité, égalité des travailleurs, en termes de démocratisation, de co-gouvernance, en termes de sécurisation de l'épargne salariale. Et le droit social des pensions complémentaires abrite aussi en son sein diverses techniques qui permettent de sécuriser les droits à la retraite des travailleurs qui sont concernés. Et donc, parmi ces différentes garanties, une des garanties les plus controversées en ce moment est la fameuse garantie de rendement de 3,25 à 3,75% qui est mis à charge de l'entreprise d'affiliation dans certaines circonstances et qui, vu un peu l'évolution générale des marchés financiers, est considérée comme étant de plus en plus lourde à assumer. Mais donc voilà, ça permet un peu de comprendre comment ça fonctionne. Sachez aussi qu'il y a des procédures et des mesures de sauvegarde financière sous le contrôle de la FSMA qui sont prévues lorsqu'il y a des modifications de la situation de l'entreprise d'affiliation, à la suite par exemple d'une restructuration ou d'une faillite. Mais il est évidemment impossible ici d'entrer dans tous les détails. Alors, dernière caractéristique bien connue, c'est que c'est la FSMA qui est investie du pouvoir de procéder à la surveillance financière des fonds de pension, de procéder donc à leur agrément, au contrôle de leur plan de financement, leur impose des mesures de redressement en cas de difficulté et plus largement veiller au bon respect de la réglementation. Mais globalement, à quelques nuances près, les fonds de pension ont été relativement résistants par rapport à la crise bancaire et financière, contrairement aux institutions bancaires. Alors, s'agissant du deuxième aspect de mon exposé qui portait sur la question des normalisations européennes. Alors au fond, comme je l'avais dit, l'Europe a joué un rôle très important dans la modification récente du droit des fonds de pension, puisqu'au fond, depuis quelques années, il y a un processus de normalisation qui est à l'œuvre, à l'initiative de la Commission, pour approfondir l'unification du marché des produits de retraite complémentaires. Et le point d'orgue de ce processus de normalisation
est la fameuse directive fonds de pension, qu'on appelle directive fonds de pension, dont vous avez les références sur le PowerPoint, et c'est les exigences de cette fameuse directive-là qui ont été mises en œuvre par la loi belge sur les institutions de retraite professionnelle de 2006. Alors on a ici une directive qui est une directive à minima à l'ancienne, qui poursuivait plusieurs objectifs, qui étaient donc d'éliminer dans toute la mesure du possible les obstacles aux activités transfrontières des fonds de pension, qui visait également à harmoniser le contrôle prudentiel, à tout le moins au travers du mécanisme bien connu de la reconnaissance mutuelle des normes et une meilleure coopération entre les autorités de surveillance, et qui visait, troisième chose aussi, à sécuriser les fonds de pension, au même titre qu'on s'intéresse à la sécurisation des autres acteurs du monde financier, mais donc à sécuriser les fonds de pension en termes de solvabilité, de gestion, de transparence, et c'est de là qu'est partie d'ailleurs cette réflexion sur la gestion, la prudence, la gouvernance. Alors ce qui est peut-être intéressant à savoir, voilà, j'avais oublié ce slide-là, c'est qu'actuellement, le dossier est vraiment remis sur la table, parce qu'il faut vraiment attendre de nouveaux développements dans un futur proche à moyen, dans le contexte plus large de toutes les normalisations financières qui ont été examinées aujourd'hui, parce que en fait, le commissaire Michel Barnier a été très proactif pour pouvoir proposer un projet de révision de la directive fonds de pension, sous l'égide de la nouvelle autorité européenne de contrôle du secteur des assurances et de la retraite professionnelle, qui fait partie du trio infernal des autorités de supervision financière. Donc il y a un travail qui est actuellement fait, et c'est un travail qui est politiquement très très sensible. Alors la difficulté, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'en fait l'avant-projet de directive, il n'y a pas encore de texte à disposition, sauf si entre-temps il y a quelque chose qui est sorti et que quelqu'un me dit le contraire. Donc, la dernière nouvelle que j'avais eue, c'est que donc il faut se baser un peu sur les littératures périphériques pour voir un peu le sens dans lequel la Commission évolue. Mais la Commission semble fortement désireuse d'accroître encore l'européanisation des fonds de pension et de renforcer leur sécurité. Elle aimerait donc vraiment donner un coup d'accélération au processus de convergence des diverses règles nationales en la matière, et ainsi que des pratiques prudentielles vraiment dans une perspective de marché unique. Alors il y a déjà effectivement des choses qui ont avancé, puisqu'il y a eu une étude quantitative d'impact qui a été faite, il y a eu des consultations qui sont tenues, mais le dossier est très chaud parce qu'il y a effectivement le problème de la rivalité entre le monde des assurances et le monde des fonds de pension, puisque quand même une des optiques de ce travail de révision de la directive, c'est une optique de level playing fields. C'est-à-dire, c'est d'aligner un petit peu le régime plus souple des fonds de pension sur celui des assurances, ce qui est vu évidemment d'un assez mauvais œil par le lobby des institutions de retraite professionnelle. Et il y a aussi effectivement tout le débat sur lequel je reviendrai peut-être un petit peu sur les exigences de solvabilité, qui est vraiment au cœur de la réflexion de la Commission, et qui lui-même est vu d'un assez mauvais œil dans le monde des fonds de pension, qui estime effectivement que les exigences qui sont mises à cet égard dans les avant-projets de la Commission sont beaucoup trop restrictives. Et donc il y a des intenses travaux de lobbying qui ont lieu en ce moment, même si au fond on peut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait une évolution dans le domaine. Alors au fond, des renseignements que j'ai eus dans ce projet de révision, cet avant-projet plutôt, de révision de la directive fonds de pension, il y aurait au fond 3 axes, 3 piliers. Le premier axe, le premier pilier, qui est en fait le pilier le plus controversé, qui est l'application d'exigences quantitatives nouvelles et plus fortes en termes de solvabilité des fonds de pension. C'est un débat très technique, mais l'idée ce serait qu'on s'inspirerait des exigences ou des normes de Solvency II pour les appliquer aux fonds de pension. Et donc d'avoir un régime qui alignerait, comme je l'ai dit, plus fortement le régime des assureurs avec celui des fonds de pension. Il y aurait un deuxième pilier qui serait lié, lui, au renforcement des bonnes pratiques de gestion et de gouvernance, qui est moins controversé,
avec une attention accrue qui est portée à la supervision interne des risques. Et il semblerait que ce pilier-là soit plutôt conçu sous la forme de recommandations. Et il y aurait un troisième axe, un troisième pilier qui porterait sur une accentuation de la transparence au bénéfice des affiliés, mais aussi au bénéfice des autorités de contrôle. Voilà, ce que je voulais faire par rapport à ça, c'est peut-être quelques petits commentaires critiques pour conclure par rapport à ce cadre général que j'ai vraiment brossé de façon très très brève. Alors d'abord, en fait, c'est que la pression institutionnelle qui vient de l'Europe, elle est notoire, elle est forte, et finalement, pour les fonds de pension belges, elle est très lourde, parce que d'une part, nous n'avons pas dans nos pays une tradition de fonds de pension aussi forte qu'il n'en existe dans d'autres pays, comme la Grande-Bretagne ou même les Pays-Bas. Et donc on a beaucoup de petits fonds qui sont relativement hétérogènes et qui n'ont pas toujours la masse critique et l'expertise suffisante pour optimiser les coûts de cette mutation vers des modèles plus standardisés, plus formalisés, axés autour finalement un peu de standards anglo-américains, de prudence. Et donc c'est vrai que ça c'est difficile dans le monde des fonds de pension. Alors au fond les critiques donc c'est effectivement que ces normalisations européennes de par leur caractère trop englobant ne prennent pas suffisamment en compte l'hétérogénéité des pratiques nationales en termes de fonds de pension, et singulièrement c'est le cas en Belgique. Alors à ça il y en a certains qui répondent oui mais bon voilà alors ça va devoir induire en fait des regroupements, des restructurations, la création de grands fonds pan-européens, ce qui est un peu attendu aussi par les autorités européennes. Mais au fond, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est un mouvement qui reste difficile et qui présente évidemment surtout de l'intérêt pour les groupes des grandes sociétés ou les groupes de sociétés qui sont actives dans plusieurs États membres, mais pas pour les plus petites structures. Là, c'est la première chose qu'on peut peut-être dire. Alors au fond, la deuxième remarque en fait, c'est le fait qu'il y ait un accent qui est mis de plus en plus sur un standard qualitatif de prudence dans la gestion des actifs dans le domaine des fonds de pension, a pour effet quand même collatéral que dans le domaine des pensions complémentaires, l'objectif classique qui a été historiquement celui de la sécurisation des rentrées d'argent devient progressivement secondaire par rapport à un objectif de professionnalisation de la gestion aux mains d'experts de la finance. Et donc, vous avez effectivement ce processus de normalisation qui risque d'induire finalement un déplacement du risque vers le fonds lui-même, donc l'entité gestionnaire, et donc par répercussion sur la tête des affiliés, au détriment de l'entreprise d'affiliation qui, en tout cas en Belgique, historiquement, a toujours été un acteur majeur en la matière. Et donc, il y a des exemples qui semblent montrer un peu que cette évolution est réelle. C'est d'abord, évidemment, le débat sur l'abrogation de la garantie de rendement, et puis le succès de plus en plus fort des plans à contribution définie au détriment des plans à bénéfice définis. Alors, ces transformations aussi vont certainement dans le futur accentuer les débats sur la question des responsabilités des gestionnaires de fonds de pension, puisqu'à partir du moment où on les autonomise, où ils deviennent plus responsables, eh bien, des questions juridiques vont se poser par rapport à ça, ainsi que par rapport aussi au rôle des divers intervenants auxquels ces derniers ont délégué des missions. Les sous-traitants, les experts, les gestionnaires d'actifs, les dépositaires. Et alors, il faut savoir que dans le domaine des fonds de pension, contrairement peut-être aux évolutions qu'on constate dans le domaine des OPC, ces questions-là sont toujours restées relativement floues, ambiguës et sont beaucoup moins fortement prises en charge par la réglementation que ce n'est le cas pour les autres établissements financiers. Alors, une troisième piste de réflexion, effectivement, et je reviens à quelque chose que j'avais déjà dit, c'était effectivement l'impact possible des nouvelles normes de solvabilité, de Solvency 2, dans le cadre de la révision de la directive sur les fonds de pension. Alors, l'approche qui est préconisée est qualifiée en jargon technique de Holistic Balance Sheet. Eh bien, cette approche, elle suscite de l'inquiétude, une inquiétude qui cette fois-ci est partagée, tant dans les entreprises d'affiliation que chez les partenaires sociaux.
qui disent d'abord que c'est une approche qui est assez rigide et assez désincarnée, qui donc ne tient pas compte de la spécificité du secteur, et qui est un peu en contrariété avec la plus grande souplesse dans la gestion qu'on a voulu induire par les normes de prudence. Alors, on dit surtout que ces nouvelles normes auraient un impact financier négatif pour les entreprises d'affiliation, qui sont déjà en Belgique considérées comme étant responsables en dernier ressort, sous certaines conditions, mais qui, avec cette nouvelle norme, devraient être financièrement encore plus sollicitées. Alors on dit aussi, et certains font tourner des modèles pour le montrer, que cette approche va induire une désaffection pour le capital risque au profit de placements plus sécurisés, moins risqués, de type obligataire par exemple, ce qui est évidemment un peu un problème, à la fois pour l'économie en général et aussi pour le caractère long-termiste des engagements de pension. Et au fond, après, il y a la question plus fondamentale ou plus théorique qui est de dire est-ce qu'on peut vraiment assimiler du point de vue des exigences de solvabilité, est-ce qu'on peut assimiler un fonds de pension à une compagnie d'assurance ou à un autre établissement financier, dans la mesure, par exemple, où il n'y a pas de possibilité d'injection de capital au sens strict. Alors la dernière petite réflexion, mais qui est un débat aussi qui a lieu dans les cénacles européens, c'est que dans ce domaine aussi, un point sensible, c'est vraiment la ligne de démarcation entre ce qui relève du marché unique et ce qui relève au contraire du domaine de la protection sociale et du droit du travail. Quand on songe par exemple à toutes des questions très techniques qui ont trait à la transférabilité des droits à la retraite des affiliés, les problématiques de détachement de travailleurs, on est vraiment dans des domaines frontières où la compétence de l'Union européenne ne va pas forcément de soi. Alors voilà, juste pour conclure, j'ai conscience de vous avoir livré plus de pistes de réflexion que de solutions. Enfin bon, peut-être vous trouverez, si vous avez des questions techniques dans mon papier, de quoi vous satisfaire, mais voilà, la gouvernance des fonds de pension, c'est donc aujourd'hui un sujet qui est en pleine phosphorescence, qui va être certainement mis à l'agenda européen dans les années qui viennent. Et je pense que vraiment le débat plus fondamental, c'est vraiment de savoir si on va progressivement assimiler les fonds de pension à des intermédiaires financiers ordinaires, c'est-à-dire des organismes de marché qui sont gérés par des experts de l'investissement, avec une normalisation de la gestion par des bonnes pratiques et une surveillance prudentielle, et si on va avoir tout le mouvement, ou si au contraire, à raison de la dimension sociale, voire sociétale, qui est véhiculée par les fonds de pension, qui sont quand même fort proches du monde du travail, du monde de la protection sociale, on va avoir une résilience de certains modèles nationaux et on va avoir finalement des régimes qui échappent en partie aux grandes normes, aux grands mouvements qui ont lieu dans le monde des institutions bancaires et financières. Voilà, je vous remercie pour votre bon accueil et je cède la parole à vous.